Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur le plateau de cette émission sur LCA. Aujourd'hui, nous sommes à La Haye. Nous sommes allés à la rencontre d'une personnalité africaine assez spéciale. Il s'agit de M. Charles Blé Goudé. Il est ex-ministre de la Jeunesse sous le président Laurent Gbagbo. Il est également le président du COJEP, un parti politique qui a été fondé il y a seulement quelques semaines. M. Charles Blé Goudé, bonjour et bienvenue. Merci de nous recevoir. Bonjour, monsieur. Je rappelle que vous serez interrogé également par mon confrère Salif Kabouri de Bonjour. LCA. Bonjour. Alors, première question, vous êtes ici à La Haye depuis plusieurs années. Alors, dites-nous tout de suite comment se passe le séjour ici. Est-ce que vous vous sentez bien? Bien, merci d'être venu jusqu'à nous, ici à La Haye, et à travers vous. Je salue le vaillant peuple burkinabé, un peuple frère, un peuple voisin. Et merci d'avoir fait le déplacement. Du côté de la santé, moi je me sens bien. Vous êtes en pleine forme? Je suis en pleine forme. Je me sens bien du côté de la santé. Voilà. Et ça se voit. Et les conditions de séjour, on va en parler. Quand même, vous êtes ici à La Haye. Est-ce que ça va en tant que, j'allais dire, en liberté provisoire? Non, je ne suis pas en liberté provisoire. Je suis en liberté sous condition. Acquitté que j'ai été depuis le 15 janvier. Je n'aime pas trop parler de mes conditions de vie ici. Mais je ne suis plus au centre de détention de Scheveningen. J'ai été donc mis en liberté depuis le 1er février avec des conditions que tout le monde connaît. Je suis donc ici à La Haye, comme vous le constatez. Et puis voilà, j'attends que la procédure continue, comme j'ai signé devant la Cour de me mettre à la disposition. Donc je suis de ma procédure judiciaire. Monsieur Charles Blé Goudé, quand vous dites que sur le plan de la santé, ça va, mais dans le fond, qu'est-ce qui ne va pas en réalité? Mais quand on n'est pas chez soi, quand on est là où on ne devrait pas être, bien entendu, c'est ce qui ne va pas. Moi, je suis ivoirien. Je suis africain. J'aurais pu être au Burkina ou en Côte d'Ivoire. Donc les circonstances de l'histoire m'ont mis là où je suis. Mais ben, on ne parlera pas en termes d'envie ou de désir, mais c'est de cela que je veux parler. Mais soyez sûrs et rassurés, ce n'est pas ma présence ici qui pourrait moralement me déranger. Moralement, vous tenez? Non, mais il y a des moments où on n'a pas le choix. Il y a des moments où on doit assumer les responsabilités qui sont les nôtres devant l'histoire. Les circonstances de l'histoire vous mettent souvent au carrefour pour s'entrechoquer des événements qui vont impacter le futur de votre pays ou de votre continent. Je suis un instrument de l'histoire, comme je l'ai dit toujours. Et je l'assume entièrement. À ce stade des responsabilités, notre désir, notre envie, nos vies de famille arrivent à un combat qui les oppose à nos responsabilités d'hommes d'État. En ce moment, il n'y a plus de choix. Le choix, il est clair. La vie de nos concitoyens, l'avenir de nos nations passe avant nos petits désirs, nos petites envies. C'est pourquoi vous me voyez tout souriant, même depuis la prison. Ceux qui venaient me voir, mais comment se fait-il que ce monsieur est toujours aussi souriant? Mais parce que je suis dans un devoir que je me suis imposé moi-même. Personne, je dis bien personne, ne m'a invité à la politique. Et j'y suis venu par conviction, par passion, parce que je veux me mettre à la disposition des autres. Bien entendu, il y a des embûches que je dois accepter. On va parler de vos conditions, de vos ambitions politiques, mais je voudrais que l'on reste un peu sur votre séjour ici. C'est vrai que vous avez été acquitté, vous l'avez rappelé, vous êtes sorti de prison, du centre de détention, mais aujourd'hui vous êtes obligé de rester aux Pays-Bas. Alors, quel est le statut que vous avez finalement? Vous n'êtes ni prisonnier ni en liberté, parce que nous on aurait bien voulu vous interviewer à Abidjan. Vous avez été obligé de venir jusqu'ici. Comment est-ce que vous qualifiez ce statut? Non, moi je n'ai pas à juger ça. Je n'ai pas à commenter ça. Je le vis. Et à travers ce que je vis, j'apprends. J'apprends
à savoir comment le monde fonctionne. Dans l'épreuve, il y a des leçons. Au-delà de la prison, dans une cellule, mais aussi de ce que nous vivons depuis le 1er février, je dis que la prison, en elle-même, prise de manière globale, est un professeur, est un enseignant. C'est pourquoi je ne suis pas embrouillé et je ne veux pas me lancer dans des commentaires. Ça ne sert à rien. Je prends note, j'apprends. Apparemment, vous êtes surpris, vous avez été surpris. Quand on est engagé en politique, on devrait se préparer à tout. Non, je ne suis surpris de rien. Me voyez bien souriant, bien en pleine forme. Je ne suis surpris de rien. Mais un peu meurtri, parce qu'on est là où on ne devait pas être. Non, on peut ne pas comprendre, mais on n'est pas meurtri. Ce n'est pas tout qu'on comprend dans la vie. Mais le temps est un maître. Le temps est un professeur qui nous apprend tout. Chacun fait ce qu'il croit être juste. Et à la fin, la vie elle-même nous récompense ou nous sanctionne. C'est selon. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, dès que j'ai mis les 2 pieds ici à La Haye, le 23 mars 2014, jeudi, lors de ma première comparution, je suis ambitieux et je suis un instrument de l'histoire. Quand on a déclaré cela, non, on ne fait plus marche arrière. Je ne vais défier personne, mais je suis le cours de l'histoire et j'assume mes responsabilités. J'attends que la procédure dans laquelle je suis prenne un jour fin. Et puis la vie continuera. Vous êtes en mission, ça dure depuis 5 ans, plus de 5 ans maintenant que vous êtes ici. Alors est-ce que ça n'a pas pris un peu de votre temps, de vos ambitions, de votre vie? Parce que 5 ans ici, ce n'est pas facile, on imagine. Oui, mais quand vous allez à la chasse, vous allez chasser un rat, vous faites peut-être 30 minutes et vous revenez. Mais quand vous allez à la chasse, vous allez chasser un éléphant. Cela vous prend encore beaucoup plus de temps. Peut-être que... Sauf que vous n'êtes pas parti de vous-même ici. Oui, ce n'est pas souvent toutefois que nous choisissons nos missions. L'histoire elle-même et nos responsabilités nous imposent toujours des missions qu'on doit assumer. J'assume la nôtre. J'assume la mienne, je vous l'ai dit. Je ne peux pas pleurer sur ce sort. Mon pays a connu une situation très difficile. Vous le savez très bien. Il y a eu beaucoup de morts, des estropiés, des gens qui étaient des tuteurs hier, qui sont des sous-couverts aujourd'hui, des orphelins. Est-ce qu'il n'est pas bien qu'on puisse s'appesantir sur le sort de ces populations-là, que de réduire tout à moi, ma petite vie, que j'ai la chance d'avoir pour le moment? J'ai une pensée pieuse pour tous ceux-là. Qu'ils soient du camp Ouattara ou du camp Gbagbo, mais ce sont des Ivoiriens. Qu'ils ne soient pas Ivoiriens, ce sont des êtres humains. Une mort, c'est une mort. Une vie, c'est une vie. Voyez-vous, que faisons-nous pour que leur âme repose en paix? Que faisons-nous pour ne pas que plus jamais ce qui est arrivé reprenne des plus belles? Voici les réflexions qui sont les miennes en ce moment. Et vous, vous avez tiré des leçons? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. J'ai eu 6 ans et demi, 14 mois à la DST en isolation, où j'étais seul. Vous n'avez même pas le droit de lire, mais je lisais ma pensée et mon passé. Et j'ai eu le temps de faire le bilan. Parce que la prison, ce n'est pas seulement un lieu d'enfermement, c'est aussi un lieu de bilan. C'est aussi un lieu de remise en cause. Et c'est aussi un lieu de perspective. C'est une école. C'est une école, merci beaucoup. Et j'ai eu le temps. Et je me suis soumis à cette école-là. Est-ce que la formation... Et j'ai le temps encore de subir ma formation. Je ne dis plus jamais ça. Alors, je suis en vie. Et je ne veux pas tout réduire ma petite vie. Elle peut être transformée à tout moment. Je le regarde sur ce passé triste de notre pays. Comment passer cette page-là? Comment tourner cette page-là? Quel rôle dois-je jouer? Comment ce que nous avons vécu puisse nous servir de leçon pour que notre leadership puisse impacter positivement notre entourage.
qu'on ne puisse pas passer notre temps à remuer le couteau dans une plaie à peine cicatrisée, parce que nous continuons encore de gérer les résidus de la crise. C'est pour cela, je vous en prie, ne réduisez pas tout à ma personne. Ma petite personne n'est rien, ma petite vie n'est rien auprès de celle des Ivoiriens. Je ne veux pas seulement être à côté d'eux, je veux être avec eux, comprendre ce qu'ils vivent aujourd'hui. On aimerait comprendre une chose. C'est vrai que être à la haie, pour vous, c'est beaucoup plus sécurisant que si Je vous n'ai étiez... jamais dit ça. Il y a longtemps que nous avons commencé, ou il y a à peine, que nous avons commencé cette interview. Les Burkinabés nous écoutent, les Africains nous écoutent. Oui. Est-ce prononcé une seule fois que je me sens beaucoup plus en sécurité à la haie qu'ailleurs? Si je ne l'ai jamais dit. Que si vous étiez en Côte d'Ivoire. En ce moment, c'est vous qui le dites et vous en prenez toute la responsabilité. Je ne parle pas seulement de ma détention en Côte d'Ivoire. Je parle de ma détention dans toute sa globalité. Oui. 14 mois en isolement en Côte d'Ivoire et ensuite 5 ans et demi à la haie. Quelles étaient les conditions de détention en Côte d'Ivoire? Très difficile. Très très difficile. Je ne pouvais ni rencontrer mes avocats, ni ma famille, ni mes proches. Mais je n'ai pas voulu aller plus loin que cela, comme je l'ai dit lors de mes premières interviews. Quand un père de famille vient de la chasse, il évite souvent de raconter à sa famille ses frayeurs nocturnes. Je ne peux pas être en train de parler de rassembler les Ivoiriens de nouveau, parler de paix, et en même temps, venir exposer ce que j'ai vécu comme difficulté. Je me verrai en train de révolter les miens, ce que je ne veux pas. Nous aurons le temps de parler de tout cela. Je veux dire, on peut mettre quelqu'un en prison, le priver de sa liberté, parce que c'est ce qui est la prison, et le traiter avec dignité. Alors, vous l'avez dit, vos conditions de détention en Côte d'Ivoire étaient difficiles. Elles ont été beaucoup moins sans doute ici à la haie. Est-ce qu'on peut parler justement de cette longue procédure? Qui étaient vos avocats? Combien étaient-ils? Est-ce que vous avez reçu du soutien venant d'Abidjan? Comment est-ce que les choses sont passées pendant les 5 ans? Alors qu'on s'entende très bien. Tout ce qui tourne autour de la procédure qui est encore en cours ici à la haie m'est interdit. Parce que je respecte ma signature. Je ne joue pas avec ma signature. J'ai signé devant la cour d'appel que jamais. Jusqu'à ce que la procédure prenne fin, je me prononcerai sur cette procédure-là. Je l'ai fait. Et aujourd'hui, je veux respecter cette signature-là. C'est pourquoi vous accepterez que je ne parle pas de cette procédure. Quant à mes avocats, mais ce sont des avocats qui sont venus faire leur travail. Je les ai choisis avec Maître Knop ici à la haie, Maître Indri, Maître Zokou, Maître Kagi Joseph, Maître Jean-Serge Bougnon, tous les autres. Ils sont tous de la Côte d'Ivoire? Oui, il y a 3 qui sont ivoiriens et Maître Kagi qui est camerounaise. Je parlais en termes d'Africains. D'accord. Parce que je dis bien, avant d'être ivoirien, moi je suis d'abord africain dans l'âme. Et la plupart des jeunes avocats dont je parlais sont de la même génération. Alors, il y a l'autre volet de ma question. On ne rentre pas dans les procédures, mais sans doute vous avez, au-delà des avocats, reçu du soutien de votre famille d'Abidjan, de votre famille politique également. Comment se passaient les choses? Est-ce qu'il y avait du monde à chaque fois que Charles Blé Goudé devrait comparaître? Ah non, non, mais au-delà de la comparaison, je voudrais ici traduire toute ma gratitude à ces anonymes qui n'ont jamais bu un seul verre d'eau avec vous chez moi et qui ont pris leur temps pendant toute ma détention de venir me voir quotidiennement. Vous savez le problème que j'avais en prison? De faire mon programme de réception. Ah oui, un agenda. Un agenda chargé en prison. C'était une chance. Des Africains qui venaient de partout. Je vous donne un exemple, si vous me permettez. Allez-y. J'ai reçu une dame congolaise qui a quitté le Canada et qui est venue me visiter. Au moment où on devait aller prendre le café, j'ai vu qu'elle boitait un peu. Je dis, madame, y a-t-il un problème? Nous étions un vendredi. Elle me dit oui. Il y a 2 ans que je cherche à vous voir. Et la CPI ne m'avait jamais répondu. J'ai vu au Canada. Je suis venu à Bruxelles pour donner un rein à mon frère qui a un problème de rein. C'est quand j'étais dans la salle d'attente de l'hôpital que j'ai eu le message de ce que ma demande pour vous visiter a été acceptée.
J'ai subi l'opération mardi. Je suis venu vous voir aujourd'hui. Je ne pouvais pas laisser cette occasion. J'ai eu la chair d'épaule. Je dis bien une anonyme que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Ce sont tous ces Africains, tous ces Ivoiriens que je ne connais pas, qui dans le froid, dans l'hiver rigoureux, dans la neige, qui sont venus, qui nous ont visités. Il y avait Je suis fier d'eux. des Togolais, des Burkinabés. Je dis bien des Togolais, des Burkinabés, des Maliens. Oui, mais quel a été le comportement justement des chefs d'État ou des ministres dans cet agenda? Est-ce qu'il y a eu quand même des messages de compassion de la part de certaines personnalités d'Afrique de l'Ouest ou des pays voisins de la Côte d'Ivoire? Vous en avez... En tout cas, en ce qui me concerne, non. Je parle des peuples. Ma question est et des spécifique citoyens. aussi. Mais je n'ai jamais reçu des visites d'aucune autorité africaine. Même En pas de exercice. message. Bon, je préfère être franc avec vous. Même pas vos Non. anciens collègues ministres, vous avez été dans un gouvernement. Vous parlez d'Africains. Oui. En Côte d'Ivoire précisément, vous avez été dans un gouvernement. Est-ce que vos collègues anciens ministres ne sont pas venus vous voir? Non. Pourquoi Non, d'après vous? je ne peux pas expliquer cela. Il faut les rencontrer, leur demander. Mais je pense que je mets tout cela dans un contexte, vous voyez, de répression qu'en ce moment-là, régnait en Côte d'Ivoire qui régnait. Donc, beaucoup de mes collègues ministres étaient donc en exil. Donc, eux aussi étaient dans une sorte de prison à ciel ouvert. Avaient-ils seulement les moyens de s'acheter un billet d'avion quand leur compte était gelé, quand eux aussi étaient réprimés et poursuivis? Ce n'est pas ma méchanceté. C'est juste parce que eux aussi étaient en difficulté. Voilà le problème qu'il faut situer dans son contexte. Mais si vous parlez des chefs d'État en exercice, des ministres en exercice dans la sous-région et en Afrique en général, en tout cas, je pense que je n'ai pas bénéficié de ce soutien. Aujourd'hui, vous êtes en liberté conditionnée. Depuis janvier, février, vous l'avez dit. Alors, comment est-ce que se passe votre quotidien? Est-ce que Charles Blé Goudé a la possibilité de tourner à l'intérieur de la Hollande, des Pays-Bas? Comment ça se passe exactement? Et quel est votre agenda ordinaire de la journée? Mais mon agenda est que je suis en train de parler avec vous aujourd'hui. Tout comme hier, je reçois la visite des proches ou des simples Africains, des simples citoyens qui continuent, depuis ma sortie de prison, de me visiter pour m'apporter leur soutien, mais pour aussi comprendre quel est ce combat que nous menons. C'est un devoir pour nous de dire aux uns aux autres ce que nous voulons pour notre peuple, où nous allons, quelle est notre vision. Tout comme les lignes ayant bougé, d'autres adversaires d'hier viennent aussi nous visiter. Vous voyez, je pense qu'il faut être ouvert. C'est-à-dire que vous ne vous cachez pas trop. Vous avez la possibilité d'aller au restaurant, d'aller au stade. Votre champ de liberté, c'est quoi? Est-ce que vous partez au-delà de la haie? D'abord, ce n'est pas mes habitudes d'aller au restaurant. D'accord. Mais moi, je suis dans ma passion. Je reçois des Ivoiriens, des Africains. Nous échangeons sur l'avenir de notre pays et de notre continent. Et je m'y plais plus qu'au restaurant. Pas de distraction. Moi, je joue au ballon. Ah, vous jouez au ballon? Oui, moi, je joue au ballon. Partez au stade. Je vais donc dans les salles où je peux jouer avec certains de ceux avec qui je suis et ceux avec qui j'ai l'habitude de jouer. Librement. Tout comme quand j'étais encore en détention, en prison, je jouais au ballon. Je suis là, j'ai fait mon sport. Et quand j'ai fini de faire mon sport, j'ai fait mes lectures. Voilà, et puis c'est cela qui m'occupe. Ah oui, justement. Je ne vous dirai pas que je suis totalement libre, Oui, oui. mais je ne suis plus en prison. Ah oui, c'est pour tout cela que vous êtes très reluisant. Hein? Ça se voit. Merci pour les compliments. Votre espace de liberté aujourd'hui, est-ce que vous pouvez aller à Amsterdam, dans d'autres villes de la Hollande? Quel est l'espace de liberté dont vous dites? Moi, je ne suis pas en tourisme. C'est très clair. On veut juste comprendre jusqu'où vous pouvez partir. Est-ce que c'est possible? On n'a pas dit que vous l'avez fait. Mais cela est très clair dans les conditions qui sont connues. Et j'aimerais pas trop être bavard là-dessus. D'accord. D'abord pour des raisons de sécurité. Moi, je sais que je suis inconnaissable. Voilà. Je ne perds pas cela de vue. Sinon, je ne serais pas ici. Nous sommes 25 millions d'Ivoiriens. Pourquoi Charles Blé Goudé est ici? Je n'ai jamais été ministre de la Défense. Je n'ai jamais été ministre de la Sécurité. Et je suis ici. Je suis une cible. Souffrez que je n'en dise pas plus. Vous m'avez trouvé là. Si d'autres concitoyens veulent venir me trouver là, ils me trouveront toujours. D'accord. Alors, si vous permettez, on va quitter la haie pour retourner à Abidjan, pour parler toujours de vous. Alors, on a appris que vous avez mis sur les fonds, porté sur les fonds baptismaux un nouveau parti politique qui s'appelle le projet.
Alors, est-ce que Charles Blé Goudé a des ambitions présidentielles? Je vais vite en besoin. Merci. Je voudrais d'abord dire que le COJEP n'est pas un nouveau parti politique. Ah oui. Peut-être que ma détention faisait que c'est maintenant que les gens l'ont appris. Le COJEP a été d'abord un groupe de pression créé en juin 2001. Depuis 2001. Avant la crise, depuis 2001. Quand j'ai fini, je l'ai dit, de diriger le mouvement étudiant, la Fédération estudiantine scolaire du Côte d'Ivoire, des amis et moi avons mis en place le COJEP, qui était un groupe de pression. En 2013, il y a eu un congrès pendant que j'étais en exil, et le COJEP est devenu un mouvement politique. En 2015, août 2015, les amis ont estimé qu'il fallait que le COJEP fasse sa mutation en tant que parti politique. Donc c'est depuis 2015 que le COJEP a été un parti politique. Et son dirigeant en son temps a été le professeur Yacine Noubou, qui était son premier secrétaire. Après ma libération, les amis ont estimé que je pouvais prendre les rênes du parti. Et c'est ce qui a été fait, et c'est ce qui a été fait en août dernier. Nous avons respecté les 4 ans, parce que nous voulons que l'alternance fasse partie de nos habitudes. Ce qui a été fait dans la légalité et avec élégance. Maintenant, le second volet de ma question, est-ce que Charles Blé Goudé a des ambitions présidentielles? Oh, je souhaite qu'on parle en termes d'ambition politique. Parce que pour moi, faire partie des dirigeants de son pays ne se limite pas seulement à des ambitions présidentielles. À un moment donné, au vu de ce que vous faites, au vu de ce que vous présentez comme personne morale, comme valeur et comme projet de société à vos concitoyens, ils peuvent choisir de vous confier la destinée de leur pays. Mais ce n'est pas une fin en soi. Je vais participer à la construction de mon pays, à n'importe quel niveau. Et mes amis et moi, nous sommes constitués en parti politique pour que nous puissions participer au débat politique dans notre pays. Mais je pense que être président n'est pas une fin en soi. Est-ce que la création ou la redynamisation donc, du COJEP répond à un certain nombre de préoccupations d'observateurs politiques qui pensent que le FPI n'était plus vraiment le parti qui pouvait rivaliser avec les acteurs actuellement en Côte d'Ivoire, les acteurs qui sont sur place? Est-ce que le COJEP veut remplacer le FPI? Non, on ne crée pas un parti politique pour remplacer un autre. Ou pour soutenir, mais on peut soutenir. On ne crée pas non plus un parti politique pour soutenir un autre. Un parti politique n'est pas un club de soutien. Mais ça peut on crée un parti politique parce que on peut estimer qu'on veut participer à la vie politique de son pays. Le COJEP n'a pas été créé pas parce que les partis traditionnels que connaît la Côte d'Ivoire avaient des limites. Non. Mais parce que nous estimons que nous voulons à notre manière participer au débat politique. Au cours du débat politique, selon les visions que nous avons, nous pouvons entrer en alliance idéologique ou en alliance de circonstances. En ce moment-ci, au sujet de la commission électorale indépendante, que nous voulons véritablement un instrument indépendant, nos vues peuvent se rejoindre et nous pouvons rentrer dans une coalition de circonstances, ne serait-ce que pour ce point précis qui est un sujet national qui engage la vie de la Côte d'Ivoire. Voyez-vous? Donc, il ne faut pas voir la venue de la Côte du COJEP sur l'échiquier politique comme un parti qui viendrait pour remplacer les autres. Non. Les autres peuvent être des partenaires ou des adversaires. Des partenaires idéologiques ou des partenaires de circonstances. Mais pour l'instant, moi j'observe. Mais précisément ou de façon claire, quelle sera l'attitude du COJEP face aux autres partis politiques, notamment le FPI? Je veux dire, juger le COJEP à partir de ce qu'il va proposer. Évitons de mettre le COJEP en comparaison avec d'autres formations politiques, pour lesquelles nous avons beaucoup de respect. Je veux le dire. Mais ce n'est pas mon rôle de venir sur des plateaux pour à chaque fois parler des autres partis politiques qui existent et pour lesquels j'ai beaucoup de respect. Nous mettons en comparaison les projets de société, les visions sociétales, à partir desquelles nous sommes partenaires soit de tel parti ou adversaires de l'autre. D'accord, quand vous dites ça, vous avez peut-être raison, parce qu'on sait comment les choses se passent en Afrique, mais également on sait qu'il y a quand même des rapprochements entre partis politiques. Récemment, on a vu le COJEP en audience chez Bédier. Est-ce qu'il s'agit là d'un rapprochement? Est-ce que les deux partis ont un peu la même vision de la politique en Côte d'Ivoire? Je vous ai parlé tout à l'heure d'alliance des circonstances par rapport à des sujets précis. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous êtes sans ignorer qu'une commission électorale dite indépendante a été mise sur pied.
Qui est contesté. Qui est contesté par l'opposition. Je suis un parti de l'opposition. Je peux rencontrer le président Bédié, président d'un parti de l'opposition aujourd'hui, pour qu'on discute de nos vues sur ce sujet précis, et sur le découpage électoral, sur les libertés en Côte d'Ivoire, et sur bien d'autres sujets qui engagent la vie de la nation. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Et donc, plus souvent, quand vous verrez le COJEP aller discuter avec le PDCI RDA, parti du Fauboigny, c'est pour discuter de la vie des nations, de la nation. Vous verrez le COJEP aller discuter avec le Front populaire de Laurent Gbagbo. Vous verrez donc que c'est pour discuter des sujets qui engagent la vie de la nation. Parce que nous sommes tous partis de l'opposition. On ne parle pas forcément d'alliance. Voilà, il faut comprendre que nous devons nous concerter bien souvent pour harmoniser nos vues sur ce que nous pensons que la Côte d'Ivoire doit être ou devrait être. Voilà. Alors, vous l'avez dit, le COJEP n'est pas un nouveau parti, il existait depuis longtemps, mais aujourd'hui on a connu le COJEP récemment en août. Les Africains l'ont découvert lorsque vous avez pris les rênes de ce parti-là. Est-ce que vous pouvez nous parler de la force de frappe du COJEP en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il compte parmi les grands partis? Et quel est son niveau de mobilisation des jeunes en Côte d'Ivoire? Est-ce que les jeunes qui étaient derrière vous, à un moment donné, sont tous des militants du COJEP? Est-ce que vous avez pu ratisser large? Merci. Je voudrais d'abord dire que nous ne voulons pas parler du COJEP en termes de force de frappe, parce que nous ne voulons frapper personne. Nous ne voulons frapper personne, donc nous ne voulons pas présenter notre parti comme une force de frappe. Ce sont des mots dont notre pays n'a pas besoin aujourd'hui. Cela dit, chaque jour, nous nous organisons, nous nous structurons. Nous sommes le cadet des partis politiques, bien entendu. Un jeune parti et un parti des jeunes. Ah oui. Vous comprenez? Donc nous prenons notre temps, comme les autres partis ont pris leur temps pour s'organiser, pour se structurer, pour s'implanter. Et le COJEP veut compter. En Côte d'Ivoire, on parle d'un triangle politique. On parle souvent des 3 grands partis politiques. Du Front populaire ivoirien, du PDCI RDA, du RDR, Alassane Ouattara. Nous, au niveau du COJEP, nous ambitionnons de transformer ce triangle politique-là en carré politique, pour être au moins un côté de ce carré-là. Et c'est à cela que nous travaillons. On a l'impression que le COJEP rassemble aujourd'hui tous ceux-là qui s'étaient engagés avec vous il y a un passé pas très lointain. C'est-à-dire tous ces jeunes qui se mobilisaient, tous ces jeunes qui défendaient une cause. Est-ce que c'est justement donc pour ramener tout ce beau monde-là autour du médial qu'on a créé le projet? Ça répond à ça. D'abord, le mouton broute là où on l'attache. D'accord. Et il est évident que ceux qui viendront avec Charles Blé Goudou au projet sont ceux avec qui il a eu l'habitude de travailler dans un premier temps. Ensuite, nous nous organisons pour distiller notre vision de la société. Et ceux qui estiment que notre vision répond à leurs besoins viendront nous rejoindre. Et nous n'allons pas nous contenter de ceux-là. Même ceux qui ne comprennent pas aujourd'hui, nous irons vers eux. Nous nous considérons comme un professeur. Un enseignant, dans une salle de classe, il donne un cours à des élèves. Au moment où il donne le cours, il y en a qui comprennent tout de suite. Tout à fait. Il y a d'autres élèves ou étudiants qui ont besoin d'étudier pendant longtemps avant de comprendre. Et il y en a qui ne comprennent jamais. Mais le professeur ne va pas se contenter seulement de ceux qui comprennent tout de suite. Il va faire en sorte que ceux qui mettent du temps pour comprendre puissent s'ajouter à ceux qui comprennent tout de suite par une explication pédagogique. Et il ne va pas rejeter ceux qui ne comprennent pas. Il ira vers eux et prendra tout le temps pour leur expliquer que sa vision-là peut un jour aider leur pays. Et ils viendront nous rejoindre. Nous prenons notre temps pour expliquer. Et nous prenons tout notre temps pour expliquer pendant longtemps pour que nos rangs puissent, en tout cas, rassembler le maximum et la majorité des Ivoiriens. Ce n'est qu'à ce moment-là seulement que nous pouvons prétendre au pouvoir d'État que nous ambitionnons un jour de diriger et de gérer. Vous l'avez dit, vous ambitionnez de diriger et de gérer, mais c'est la première fois que l'on voit un homme politique qui a des ambitions présidentielles, mais qui est très modeste comme vous. Depuis le début de cette émission, vous avez commencé par dire que vous n'êtes rien par rapport à la Côte d'Ivoire, vous n'êtes rien pour ce qui vous arrive, vous n'êtes rien par rapport à ce qui devrait arriver ou qui arrive à la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ici? Non, il n'y a pas de contradiction. Je n'ai jamais vu le président Emmanuel Macron dire qu'il est au-dessus de tous les Français. Et que son mouvement En Marche
est le meilleur de toute la France. Il ne dit Je pas n'ai jamais non plus qu'il n'est vu, rien. je n'ai jamais vu le président Barack Obama dire qu'il est au-dessus de tous les Américains. Vous savez, c'est cela le problème en Afrique. Le moi, l'ego. Et si on mettait cela en parenthèse, pour parler en termes de vision et de société et de valeurs, pour promouvoir les valeurs, elles demeurent. Les individus, ils passent. La Côte d'Ivoire n'est pas des passages. Nous tous, autant que nous sommes des passages. Mais parfois, la boulimie du pouvoir fait que. Parce que quand je parle de la boulimie du pouvoir, il y a le pouvoir d'État. Et il y a le leadership qu'on peut avoir en tant qu'opposant. On peut avoir aussi un pouvoir. Parce qu'il faut essayer de faire la différence entre ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ont du pouvoir. Et à un moment donné, on confond sa personne avec le leadership qu'on a. Il faut faire attention. Nous ne sommes rien. Mais je suis, cher monsieur, mieux placé pour vous dire que nous ne sommes rien. Nous nous tapons la poitrine. Je traversais des situations qui m'ont montré que nous ne sommes rien. Nous sommes là. Vous, Charles Blé ou vous, Kojeb? Non, leader politique. Okay. En tout cas, en ce qui me concerne, moi je ne suis rien. Je suis un individu parmi tant d'autres. Et ce sont les valeurs que je vais défendre, qui réunissent les Ivoiriens autour de moi. Et c'est eux qui me portent. Il faut qu'on comprenne que nous sommes en mission pour un peuple. Et que c'est pour ce peuple-là que nous voulons agir. Et c'est au nom de ce peuple-là que nous parlons. Mais souvent, toutefois, nous confondons nos personnes avec, je vais dire, le pouvoir il est impersonnel. Le pouvoir est impersonnel. Et il doit servir. Faire la politique, c'est s'employer à rendre possible le souhaitable. Et c'est quoi le souhaitable pour le peuple? Nous devons travailler à cela. Moi, c'est à cela que je m'emploie. Et je crois que ceux qui sont autour de moi, dans mon cabinet ou dans mon parti politique, ou ceux même qui ne sont pas membres de mon parti, mais qui viennent à moi pour qu'on discute, c'est des gens qui sont plus âgés que moi, souvent plus diplômés que moi, même plus intelligents que moi. Mais nous faisons quoi? Nous coalisons, nous conjuguons ces intelligences-là pour les porter. Voilà ce dont je parle, moi. Monsieur Charles Blé Goudé, alors vous avez des ambitions présidentielles. Alors, certains observateurs pensent, par exemple, que vous n'avez plus rien à démontrer aux Ivoiriens. Qu'est-ce que vous pouvez proposer à la Côte d'Ivoire que vous n'avez pas pu faire pendant les quelques années que vous avez passées? Ou qu'est-ce que vous pouvez mieux faire que le pouvoir actuel? Je peux par exemple garantir les libertés individuelles et collectives. C'est-à-dire? Je ne peux pas obliger tout le monde à militer dans mon parti. Je ne peux pas mettre quelqu'un en prison parce qu'il refuse de militer dans mon parti politique. Même Oufou Boigny ne l'a pas fait. Il a laissé le président Gbagbo et le FPI naître. Compétit avec lui en 1990. Bien entendu, il y a toujours des soubresauts entre un parti au pouvoir et de l'opposition. Mais on ne peut pas ériger cela en règle de gouvernement. On ne gouverne pas avec la terreur. On ne gouverne pas avec la force. On gouverne avec les arguments pour convaincre l'autre. C'est deux. De deux, quand on est un parti politique, fût-il un parti politique dans l'opposition ou au pouvoir, on représente une partie du peuple. Pour moi, un parti, ça rime à une partie. C'est-à-dire que vous devez accepter que quelle que soit votre puissance, vous ne représentez qu'une partie du peuple. Un parti qui veut s'arrimer à la totalité du peuple et se mettre dans une bulle de ce que tout le monde doit être avec ce parti. Et donc un parti qui veut s'arrimer avec la totalité est un parti totalitaire. C'est un parti totalitaire. Oui, on dit qu'un parce que même le bon Dieu que tout le monde prie, oui, qu'on le nomme dans n'importe quelle ethnie ou dans n'importe quelle langue, il y en a qui laissent Dieu et ils vont adorer les fétiches. C'est-à-dire que Dieu même ne fait pas l'unanimité. Et je suis surpris aujourd'hui en Afrique, des partis politiques, qu'ils soient dans l'opposition ou au pouvoir, veuillent faire croire qu'ils ont un titre foncier sur les autres. Non. Le prêt à penser est derrière nous. Oui, mais vous êtes foncièrement... La police de la pensée est derrière nous. Maintenant, nous devons comprendre que la vérité est fille des contraires. Vous êtes foncièrement ici dans la politique, hein, dans la politique politicienne. Aujourd'hui, on dit que le poumon d'un pays, c'est son économie. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les observateurs disent que les indicateurs sont au beau fixe. Les Ivoiriens
apparemment, ne se plaignent pas trop. Ah, vous les avez rencontrés? Mais justement, on discute. Vous les avez rencontrés, les Ivoiriens? On discute. Non, vous avez rencontré les Ivoiriens et ils vous ont dit qu'ils ne se plaignent des pas. Africains. Aujourd'hui, on estime par exemple que le PIB en Côte d'Ivoire est mieux qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans. Vous êtes dans des chiffres et dans des lettres. Descendez un peu de votre bulle. Je ne sais pas quel genre d'Ivoiriens vous rencontrez qui ne se plaignent pas. Mais il est de notoriété que entre les indicateurs au vert dont vous parlez et la réalité quotidienne des Ivoiriens, il y a un hiatus. Allez en Côte d'Ivoire. Ne restez pas à Cocody. Descendez à Bobo. Descendez à Yopougon et dans les quartiers populaires. S'il vous plaît, interrogez le peuple de Côte d'Ivoire. Et vous revenez me voir un mois après et je vous écouterai. Laissez-moi vous dire qu'une croissance qui est basée sur l'endettement, vous savez ce que c'est? C'est un contrat de dupe qui dresse le lit d'une dépendance à vie. C'est-à-dire le pays qui est en train d'être endetté en ce moment, ceux qui le font, ils nous rendent esclaves à vie. Et nous allons passer notre vie à rembourser les dettes qu'eux ils ont contractées avant de partir. Et nos petits-enfants, et les petits-enfants de nos petits-enfants, c'est dangereux. Ce dont on parle. Juste parce qu'on veut que des revues économiques indiquent qu'en Côte d'Ivoire, tout est ouvert. Pendant que le peuple broie du noir. C'est ça qui est vrai. Même les militants du parti au pouvoir aujourd'hui disent qu'ils broient du noir. Au point même que le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire a même tenté de créer une banque spécialement pour ses militants. Vous n'avez jamais vu ça? Ah oui. Moi, je n'ai jamais vu ça. Dans aucune nation au monde, il y a beaucoup. Je n'ai pas dit que le parti au pouvoir n'a rien fait. Mais arrêtons de vendre ce qui n'est pas vrai. Mais est-ce que ne fuyons pas les réalités. Ne fuyons pas les réalités, monsieur, vous allez me laisser finir. Ne fuyons pas les réalités. Abordons-les et apportons des solutions concrètes aux besoins réels des populations. Ce qui est fait aujourd'hui est appréciable, oui ou non? Moi, je suis très loin. Mais vous avez quand même les échos, vous avez des collaborateurs, vous avez des visites, vous avez quand même la presse qui relaie. Vous lisez la presse, vous regardez la télévision, vous êtes bien informé quand même. Est-ce que ce qui est fait aujourd'hui est appréciable? Je ne peux rien apprécier je ne peux rien apprécier dans la globalité. Il faut éviter de confondre les grands travaux et puis la réalité quotidienne des Ivoiriens. La macroéconomie et de la microéconomie. Faisons beaucoup attention. D'accord? Je sais par exemple qu'en Côte d'Ivoire, on m'a dit que beaucoup de ponts étaient construits. Mais je ressors aussi des photos et des images de routes impraticables. Il faut encore améliorer. Moi, quand j'aurai l'occasion d'aller en Côte d'Ivoire, au-delà des rapports, pour apprécier la réalité ivoirienne, je n'aurai pas de honte à féliciter le gouvernement, le président Alassane Ouattara, d'avoir fait un pas. Je ne suis pas de ceux qui nient tout ce que l'autre a construit. On bâtit toujours à partir de l'existant. Vous comprenez? Ce négativisme béat, je ne suis pas adepte de cela. Rejeter toujours du revers de la main ce que l'adversaire a fait. Ce que l'adversaire a fait peut être apprécié à sa juste valeur et dit qu'on pourrait faire mieux. Donc je suis dans la mesure en ce moment. Parce que je pense que c'est de cette mesure que la Côte d'Ivoire a besoin. Mais cela ne m'empêche pas de relever ce qui aussi parvient à mes oreilles. Voilà ce que je voulais dire. Alors, vous l'avez dit, la politique d'endettement en Côte d'Ivoire n'est pas une bonne politique, vous l'avez dit, et ce n'est même pas propre à la Côte d'Ivoire, c'est beaucoup de pays africains qui le font. Aujourd'hui, vous avez créé un parti pour transformer le triangle politique en Côte d'Ivoire en rectangle politique, vous l'avez dit. Je dis en carré politique. En carré politique. Parce que le rectangle, c'est comme s'il y a des côtés qui sont plus grands que les autres côtés. Ouais, ce n'est pas des carrés politiques. Ouais, c'est bien compris, en carré politique avec le COGEP. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui fait le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Sur quel levier devons-nous en réalité actionner et pour faire en sorte qu'il y ait une certaine relance économique en Côte d'Ivoire parce que vous n'êtes pas satisfait du niveau de développement de votre pays qui est quand même apprécié par d'autres pays? Alors, qu'est-ce qu'il a manqué d'être fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire avec les matières premières que l'on a? Vous me donnez là l'occasion, parlant des matières premières. Mais avant de parler des matières premières, venons à notre éducation nationale. Notre système éducatif a été conçu à un moment colonial pour répondre à un besoin précis de l'époque où on devait seulement produire des cadres
aujourd'hui qu'il faut adapter notre éducation, notre système éducatif aux réalités du moment. Ne pas seulement former des cadres, mais montrer qu'à n'importe quel niveau de la chaîne, on peut servir son pays. Je vais parler des écoles professionnelles. Pour ne pas qu'il y ait des déperditions au cours du parchemin de l'éducation. Pour moi, il faut s'asseoir. J'ai appelé à un forum national sur l'école ivoirienne. Pour faire face aux réalités, les déposer sur la table avec tous les acteurs de manière inclusive pour qu'on puisse reformer notre système éducatif. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a combien d'universités? En tout cas, moins de 5 universités publiques. Il y a des écoles privées qui foisonnent. Mais ces écoles-là obéissent à quelles règles? Plus nous fabriquons des diplômés qui n'arrivent pas à avoir de l'emploi, plus nous créons les conditions d'une implosion sociale. Il faut donc, à mon avis, à un moment donné, marquer l'arrêt. Faire face à ce problème-là. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un l'a dit, pour détruire un pays, on n'a plus besoin de larguer des bombes. Il faut seulement bloquer le système éducatif. C'est pourquoi. Est-ce que ça peut se faire du jour au lendemain pour le cas de la Côte d'Ivoire? C'est un processus. Non, c'est un processus long, mais d'abord, il faut le vouloir et mettre cela en perspective. C'est de cela que je parle. Je n'ai pas dit que le gouvernement d'Alassane Ouattara ne fait rien du tout en ce qui concerne l'éducation. Je ne dis pas cela. Parce qu'avant le gouvernement d'Alassane Ouattara, il y a eu aussi d'autres systèmes qui sont passés. Tous responsables. Au lieu de nous jeter la pierre, asseyons-nous, posons le diagnostic et puis essayons de réorienter notre système éducatif. Ceux qui sortent, ils sont combien par an qui sortent de notre système éducatif? En termes de besoins de notre État, que faisons-nous d'eux? Quels sont les cadres que nous formons et pourquoi? En ce qui concerne le système éducatif. Venons-en au niveau de l'économie, des matières premières. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur du cacao. Donc l'économie agricole. Aujourd'hui, quelle est la vie de nos paysans? Eux qui font le bonheur de notre économie. Est-ce que leurs efforts réussissent à faire d'eux des hommes dignes? Il faut poser ça sur la table. Depuis que j'étais petit, nos parents travaillaient avec la daba, avec la machette. Jusqu'aujourd'hui, c'est la même chose. Nous étions, il y a plusieurs années, au même niveau de sous-développement que la Chine. L'économie chinoise concurrence aujourd'hui l'économie de l'Occident. Ouais. Si elle n'est pas la première. Mais pourquoi ce qui a été possible ailleurs ne peut pas l'être chez nous? On est tout content d'aller chercher des cadres et des ingénieurs chinois, pendant que nous avons des écoles qui forment des ingénieurs en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali et ailleurs. Pourquoi ce complexe? Cela encore nous ramène à l'éducation. Pour moi, il faut essayer de mécaniser, de moderniser notre agriculture. Mais faire la promotion de nos produits. La Chine fait la promotion de ses produits. On doit arrêter ce système du prêt à consommer. Même au niveau de la pensée. Nous allons même mendier la pensée aussi. Parce que c'est quand ça vient d'ailleurs que nous estimons que c'est ce qui est bon. Monsieur, mais c'est parce que c'est deux secteurs, de l'éducation, ensuite de l'agriculture. Mais ce qui tue notre économie, au-delà de l'endettement, c'est la corruption. Ou des services qui sont nos droits, il nous faut les payer. Avec des fonctionnaires qui pourtant sont payés pour ça. Nos États perdent beaucoup à cause de la corruption. Est-ce que nous pouvons nous fixer des règles que nous pouvons respecter et accepter que chaque citoyen a un droit et des devoirs? Chers amis, seulement à ce sujet-là, nous pourrions donc y arriver. Sur ces points précis, M. Charles Blé Goudé, quand vous étiez au pouvoir, est-ce que vous l'avez essayé? Moi, j'étais ministre pendant 3 mois. Bonne précision. Pendant 3 mois. Et pendant une période de crise. Et je suis allé, oui, mais je n'étais pas un décideur. Je voudrais dire que j'ai fait partie de la société civile. J'étais en Angleterre. Mon pays a subi une attaque d'une rébellion. Et nous avons pris la rue pour dénoncer les armes comme moyen d'acquisition et de gestion du pouvoir. Point. Je n'étais pas membre d'un gouvernement. De 2002 jusqu'à 2010, date à laquelle j'ai été nommé dans un gouvernement, vous pouvez consulter la liste de tous ceux qui étaient membres des différents gouvernements. Je n'y ai jamais été. Donc, je voudrais que les choses soient très claires. Vous vous démarquez, aujourd'hui, vous vous démarquez des actions
du gouvernement Gbagbo, c'est ça. Avant votre arrivée. Mais je n'ai jamais été membre d'aucun gouvernement, c'est un fait. Ce n'est pas aujourd'hui que je me démarque. Je n'ai jamais été membre. C'est une vérité, c'est un fait. Ce n'est pas un commentaire. Voilà. Il faut que cela soit très clair. Je suis venu en Côte d'Ivoire parce que, à un moment donné, des armes faisaient leur loi et j'estimais qu'on pouvait revendiquer sans s'appuyer sur les armes, qui ne font que des morts sur leur route. C'est en ce moment que nous avons pris la rue. Cela ne fait pas de moi membre d'un gouvernement. Et si vous n'êtes pas membre d'un gouvernement, on ne peut pas vous associer aux résultats de ce gouvernement. C'est très clair. Vous avez parlé de la lutte contre la corruption. C'est vrai que c'est une gangrène une plaie de l'économie de nos pays. Alors, quelle est la formule magique de Charles Blé Goudé pour combattre la corruption? Moi, je n'ai pas de formule magique. C'est un homme politique. Oui, mais aucun homme politique n'a une formule magique. Vous pouvez avoir une vision, vous pouvez avoir des approches, vous pouvez avoir une politique pour combattre cette corruption-là. Mais vous n'avez pas de formule magique. Ceux qui promettent des formules magiques sont des magiciens eux-mêmes et des vendeurs d'illusions. Il faut éviter de vendre les illusions à nos peuples. D'abord, il faut, je veux dire, un système participatif. Faire comprendre d'abord à nos peuples que quand une règle est créée, il faut éviter tout de suite de la contourner. Il faut la respecter. Ce qui se fait partout en Europe. Et quand une règle elle est mise en place, acceptée de tous, nos dirigeants doivent être les premiers à donner l'exemple. En se soumettant eux-mêmes à ces règles. Je vous prends un seul exemple. Moi, j'étais détenu à La Haye. Chaque fois que mes visiteurs venaient, on se plaignait de comment ils étaient fouillés à chaque fois, alors qu'ils ont l'habitude de nous rendre visite. Et puis un jour, nous partions pour une audience. Au niveau de l'entrée, les véhicules s'arrêtent pour que le système de sécurité passe son travail. Je n'en dirai pas plus. Et à travers les vitres, je voyais le directeur de la prison, à qui les gardes enlevaient sa ceinture, sa chaussure. J'ai compris que même le directeur de la prison, il a fouillé, était soumis à ces mêmes règles-là. Est-ce que cela peut arriver au moins un jour en Afrique? C'est déjà un pas à ce niveau-là. Nous fixer des règles, les accepter nous tous. Comprendre que quand on va à la sous-préfecture ou à la commune pour un extrait de naissance, on n'a pas besoin, parallèlement, de débourser 500 francs CFA ou 1000 francs parce qu'on le veut maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas obligé de faire cela. Quand on a besoin de faire un certificat de nationalité, on n'a pas besoin d'aller corrompre qui que ce soit. Nous sommes tous en mission. Chacun fait son travail. Cher ami, c'est déjà un pas. Moi, ma famille, c'est ça. C'est de former le peuple à comprendre que les règles que nous nous fixons, tout le monde doit se soumettre à ces règles. Et que moi-même, je serai le premier à donner l'exemple. On ne peut pas être ministre de l'économie et des finances et avoir ses amis qui ont des sociétés fictives dont vous êtes le vrai patron. Et donc l'État même concurrence les investisseurs. C'est dangereux. Ça tue l'économie. Restons toujours dans l'actualité en Côte d'Ivoire pour évoquer cette rupture entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Comment vous avez apprécié cela? Oh, ben écoutez... Est-ce que ça a été une surprise? D'abord, je ne connais pas les clauses du contrat qui les liait. Donc, je ne peux pas m'hasarder à cet exercice-là. Certainement que ce qui les liait n'existait plus. Vous savez, un rapprochement politique peut être considéré comme ce que les juristes appellent un contrat synalagmatique. C'est-à-dire un contrat qui met deux individus ensemble où chaque partie tire parti. Mais si aujourd'hui, ce qui les unissait, ça peut être des valeurs, ça peut être des objectifs politiques, mais je ne peux pas m'hasarder à faire ce commentaire-là. Seulement, je constate comme tout le monde qu'ils ne sont plus ensemble. Et l'un et l'autre continuent de donner ses raisons. Voilà ce que je peux dire. Mais est-ce que vous pensez que ça peut beaucoup jouer sur la carte politique en Côte d'Ivoire, cette rupture entre ces deux hommes d'État? Mais au-delà de réduire la vie politique de la Côte d'Ivoire à des individus, bien que ce soit des figures emblématiques, ah oui, c'est un fait. Ouais. Vous savez, toutes les nations qui ont subi des crises sont toujours sujettes à des mutations après ces crises-là.
La Côte d'Ivoire, pendant plus d'une dizaine d'années, a subi une crise. On dit que la guerre est finie. Bien entendu, dès l'instant où on tend vers la fin de la crise, il y a toujours une mutation qui s'opère. L'Europe, d'entre les deux guerres, n'a jamais été l'Europe d'après la guerre. L'Europe d'avant la chute du mur de Berlin n'a jamais été l'Europe d'après la chute du mur de Berlin, qui a même eu des conséquences sur le monde lui-même. L'Afrique du Sud, pendant l'apartheid, n'a pas été l'Afrique du Sud d'après l'apartheid. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe en Afrique du Sud. Il y a l'ANC, mais qui a accouché d'autres branches. Julius Malema a créé aujourd'hui sa branche. Et pourtant, il était parti de l'ANC. Et il ne faut pas que cela nous choque. C'est le cours normal de la vie. Et donc, en Côte d'Ivoire, il faut qu'on comprenne qu'après la crise que nous avons vécue, beaucoup vont, j'allais dire, commencer à vivre ce que les autres nations là ont vécu. C'est-à-dire qu'il y aura une mutation politique. Et il ne faut pas prendre cela comme un drame. Parce que souvent on a un problème avec cela. Vous comprenez? Donc moi je voudrais inviter les uns les autres au calme et puis à comprendre que, à défaut d'empêcher le fleuve de couler, il faut apprendre à naviguer dans la vague. Y a-t-il eu des rapprochements entre vous et Guillaume Soro entre-temps? En quoi cela intéresserait-il les Ivoiriens? Le citoyen aimerait savoir. Vous étiez des anciens camarades. C'est peut-être pour des intérêts qu'entre-temps, le courant s'est coupé entre vous. Est-ce que ces derniers temps, il y a eu des rapprochements? Alors, moi, je suis sorti. Est-ce qu'il est arrivé que... Moi, je suis sorti des prisons. Oui. Des Ivoiriens et des Africains me visitent. Nous parlons de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes à la veille de 2020. La tension monte en Côte d'Ivoire. Je me suis inscrit dans une ligne de pouvoir servir d'instrument de paix dans mon pays. Et c'est à cela que je travaille. Je ne peux pas passer mon temps à commenter des relations entre individus. Je ne suis pas un commentateur de la vie politique. Je suis un acteur de la vie politique. Est-ce qu'on peut parler de ce que nous voulons faire avec les Ivoiriens et pour les Ivoiriens? Il n'y a donc pas eu de rapprochement entre vous, il n'y a pas eu de contact entre vous, en tant que frère. Est-ce qu'on peut parler de la vie des Ivoiriens? Justement, ça fait partie de la vie des Ivoiriens, ça. Les Ivoiriens aimeraient savoir. C'est très important. Vous êtes des frères. La nature de vos relations aujourd'hui. Ah oui, Guillaume Soro, Blé Goudé, ce sont des frères. Et ça, personne ne peut les dissocier, c'est pas possible. C'est vrai ça? Bien sûr. D'accord. Vous êtes des Ivoiriens. Oui. Est-ce qu'il y a eu un contact entre vous? Un jour viendra certainement où ce contact viendra. Mais pour le moment, non. Si les circonstances de l'histoire le permettent. Pour le moment, non. Je n'ai pas encore reçu de visite de Guillaume Soro ici à La Haye, contrairement à ce qui circule. Tout comme d'autres rumeurs qui font croire que le président Alassane Ouattara aurait accepté que Charles Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire. Ça non plus n'est pas vrai. Il faut qu'on arrête de distiller ce qui n'est pas vrai. Et revenons-en à votre question. Non, Guillaume Soro n'est pas encore venu me visiter ici à La Haye. Mais le jour où il viendra, c'est avec beaucoup de joie que je le recevrai ici. Comme je reçois tous les Ivoiriens. Je reçois tout le monde. J'ai décidé, moi, de manière très libre, de parler à la Côte d'Ivoire plurielle. Je veux parler aux miens, ceux qui partagent ma vision de la société, et parler aussi aux autres, avec qui je n'ai pas forcément la même vision sociétale. Pourquoi on discute? Si je ne discute pas avec les autres, comment pourrais-je donc les comprendre? Il est temps que les enfants de la Côte d'Ivoire se rassemblent. Aujourd'hui, saluer Guillaume Soro semble comme l'opprobre. Moi, je n'aime pas cela. Ce n'est pas ma vision de la vie. Ce n'est pas ma vision de la vie. Ma vision de la vie, même mon pire ennemi, ou celui qui me considère comme tel, je veux parler avec lui. Peut-être que pourrais-je le convaincre que la voie qu'il emprunte n'est pas la bonne. Cela ne veut pas forcément dire que nous rentrons en coalition. Mais aujourd'hui, la vie politique est empoisonnée. Tu salues celui-ci, tu es un traître. Tu parles avec celui-là, tu as trahi. C'est quoi cette clanisation? Je ne suis pas partisan de cela. Je ne veux pas élever les murs de mon propre enfermement. Alors, je veux être libre de parler avec tout le monde. Et je suis capable, je vous le dis, de recevoir quelqu'un et lui dire avec un sourire que je ne partage pas son point de vue. Et puis on va se laisser. Et le ciel ne va pas tomber sur la Côte d'Ivoire. Moi je suis pour l'échange.
Moi, je suis pour la contradiction. Moi, je suis pour que ceux même qui ne partagent pas le même point de vue puissent s'asseoir, échanger. On peut être d'accord sur nos désaccords. Ça aussi, mais au moins, on aura parlé. Moi, je suis pour une société ivoirienne où on se fixe une ligne rouge à ne pas dépasser. On peut débattre de tout. Regardez, quand il y a eu Charlie Hebdo en France, tous les adversaires politiques français se sont mis ensemble autour de la nation politique, autour de la nation française. Mon rêve, c'est que cela arrive un jour en Côte d'Ivoire. Le nationalisme. Non, je ne parlais pas en termes de nationalisme. Je parlerais en termes de se regrouper autour de l'essentiel. Parce que tous ces hommes politiques que nous sommes des passages. Mais quelle nation allons-nous léguer à notre progéniture? Je le répète encore, nos aînés n'ont pas le droit de nous léguer la guerre. Cela est très important. Est-ce que politiquement, est-ce qu'une coalition entre le COJEP et peut-être Guillaume Soro, je ne sais pas, est-ce que c'est... Comment pourrais-je être dans une coalition avec une personnalité politique que je n'ai même pas encore rencontrée? Mais tout est possible. Sur quelle base nous faisons une coalition politique? L'amitié n'est pas un projet de société. L'amitié n'est pas un projet de société. L'amitié n'est pas un projet de gouvernement. Vous pouvez être ami avec quelqu'un et ne pas partager la même vision que lui. Oui. Voilà. Donc, il faut la génération, appartenir à une même génération n'est pas non plus un projet de société. Parce que j'attends souvent des gens qui disent non, voilà, c'est une lutte générationnelle, vous êtes de la même génération. Ce n'est pas un projet de société. Ce qui, aujourd'hui, peut unir des hommes politiques, c'est leur vision sociétale. C'est-à-dire, ce qu'ils veulent faire de leur pays. Comment veulent-ils mettre leurs idées ensemble pour impacter positivement le quotidien de leurs concitoyens? C'est cela qui unit. Maintenant, quand de la même génération, on peut se retrouver autour d'un pot, on peut se retrouver autour d'un verre, et puis voilà, on discute, on se retrouve, on n'est pas dans une animosité. Il faut éviter de tout confondre. Parce que là, les gens confondent tout. Vous voulez dire aujourd'hui qu'il est peut-être inconcevable de vous retrouver avec Guillaume Soro? Non, je ne parle pas en termes de ce qui est inconcevable. Je ne raisonne pas comme ça. D'accord. Toute réalité politique est une denrée périssable. Vous le savez. En politique, rien n'est figé. Tout bouge, tout évolue.